Özgür Sevgi Göral, elle est historienne, avocate, et elle est postdoc maintenant au CRAG, Institut français de géopolitique, et cofondatrice de l'ONG Mémoire, Justice, Vérité. Elle est spécialiste des disparitions forcées au Moyen-Orient, en Afrique du Nord et au Caucase. Elle a soutenu sa thèse à l'EHESS en 2017 sur les disparitions et migrations forcées dans le cadre de la question kurde et a publié récemment un livre intitulé, donc en anglais, Any Hopes for the Truth, a comparative analysis of enforced disappearances and the missing in the Middle East, North Africa and the Caucasus. Et elle va nous parler aujourd'hui du conflit kurde revisité, violence, lutte et négociation au Moyen-Orient. Merci. Bonjour, je vous remercie tous pour être venus à notre colloque et je voudrais exprimer mon enthousiasme d'être présente avec tous les intervenants du programme. Aujourd'hui, je vais tenter d'analyser la situation actuelle du conflit kurde en contextualisant celui-ci dans une perspective historique, puisque je suis historien. Je tenterai aussi de suggérer des scénarios pour le futur. Mais tout d'abord, je voudrais commencer par définir le conflit kurde dans le contexte de ma présentation. Le terme conflit kurde est assez chargé et renvoie à une réalité complexe qui peut être abordée sous de multiples angles. La sécurité, les données socio-économiques, le point de vue des victimes ou l'approche subalterne, les questions de minorité et de droits culturels ou la question plus étroite des droits humains. Tous ces angles reflètent des aspects très importants du conflit. Cependant, je pense que le sens du conflit kurde dépasse tous ces aspects. Il représente quelque chose de fondamental au sein de la République de la Turquie sur l'État, la citoyenneté et la souveraineté. Ce conflit représente le rejet politique de la définition actuelle et historique des paramètres essentiels de la République de la Turquie de la part d'une partie de la population, notamment les Kurdes. Avec les demandes de citoyenneté égale dans la Constitution et la loi, ainsi que dans la vie politique et sociale, une autonomie régionale pour la région kurde et plus largement pour toute la Turquie, et l'utilisation de la langue kurde, la dernière révolte des Kurdes propose une transformation démocratique pour l'État turc par le moyen du conflit armé. De surcroît, ces demandes ne sont pas inventées ni exprimées pour la première fois par le Parti des travailleurs du Kurdistan, PKK, l'acteur principal du conflit kurde qui a mené le conflit armé depuis 1984. Comme le souligne Hamid Bozaslan dans ses travaux pionniers, ces demandes d'autonomie et d'autogouvernance, de citoyenneté égale et de la reconnaissance de la langue kurde étaient soutenues par divers groupes politiques kurdes depuis la fin du XIXe siècle et surtout après la fondation de la Nouvelle République en 1923 qui s'est fondée sur le nationalisme turc avec des politiques d'exclusion, répression et violence vis-à-vis de ces demandes. Le dernier conflit kurde, mené avec une stratégie de guérilla, a une histoire assez longue pour un conflit armé, et cette histoire offre des informations très importantes sur la transformation de la Turquie. Avec la guérilla rurale commencée en 1984, PKK avait une perspective typiquement anticoloniale qui mettait en relief, je cite, le Kurdistan unifié, libre et démocratique, divisé actuellement en 4 parties entre la Turquie, la Syrie, l'Iran et l'Irak. Durant les années 1980, le mouvement était caractérisé par une perception rigide de l'indépendance et un objectif de sécession, prônant des méthodes violentes de guérilla. Ces méthodes violentes représentaient le refus politique et militaire du coup d'État de 1980 en Turquie et de sa répression particulièrement violente de la gauche radicale et surtout des mouvements kurdes. À cette époque-là, l'État était loin de comprendre l'influence immense du mouvement kurde. Durant la première décennie du conflit, la stratégie essentielle de l'État était plutôt de diminuer l'ennemi, de le définir comme des bandits soutenus par les forces extérieures qui seraient éliminés facilement et immédiatement. L'aspect transnational du PKK, établi essentiellement en Syrie et s'adressant par principe et par stratégie aux Kurdes dans les 4 pays, a facilité ce discours de l'alliance extérieure. Autrement dit,
malgré la réticence de l'État turc à reconnaître le conflit kurde dans sa complexité, les dimensions géopolitiques et transnationales étaient présentes dès le début. Durant les années 1980, il n'y avait pas de possibilité objective et ni de volonté politique de dialogue et de réconciliation de la part des deux parties combattantes. Cette situation s'est radicalement transformée durant les années 1990. Premièrement, le PKK a marqué la région kurde avec une mobilisation politique dans les milieux ruraux, puis urbains, la participation consensuelle au mouvement, mais aussi la violence exercée. Deuxièmement, le mouvement a été politisé après l'établissement de partis politiques pro-kurdes, institutionnalisé avec l'établissement de journaux, d'associations, d'initiatives civiles et politiques, et aussi urbanisé massivement à la suite de la migration forcée et volontaire des années 1990. Au sein de l'État, des tentatives pour ouvrir une route de dialogue et négociation ont vu jour par les diverses tendances et institutions, malgré l'existence des niveaux politiques très violentes de contre-insurrection. Il va sans dire que les deux parties du conflit n'avaient pas les mêmes perceptions du dialogue durant les années 1990. Cependant, un espace de dialogue et de négociation avait été ouvert à la suite de reconfiguration du conflit. Le PKK a déclaré les premières trêves en 1993, 1994 et 1999, en déclarant aussi que le groupe était prêt à un dialogue avec l'État turc pour arrêter le conflit armé, avec le soutien des autres leaders kurdes comme Celal Talabani. Ces quêtes, relativement implicites de dialogue et de négociation, peuvent être perçues comme les premiers signes et initiatives d'un dialogue mutuel. La fin des années 1990 et le début des années 2000, encore une fois, reconfiguraient le conflit. Avec la capture d'Abdullah Öcalan, le leader de PKK, incarcéré en Turquie, la nouvelle rhétorique du PKK, dont les changements avaient déjà commencé tout au long des années 1990, s'est confirmée. Autonomie à la place de la sécession, République démocratique en Turquie à la place du Kurdistan libre, lutte pour la citoyenneté égalitaire plutôt que la lutte anticoloniale. De surcroît, le nouvel acteur politique majeur en Turquie, l'AKP, le Parti de justice et du développement, soulignant sa différence politique et culturelle vis-à-vis des forces politiques hégémoniques, insistait sur sa volonté politique de lancer un processus de dialogue concernant le conflit kurde. Un autre facteur du début des années 2000 était l'atmosphère politique relativement libérale et optimiste liée au processus d'adhésion à l'Union européenne. Et enfin, l'établissement d'une entité kurde au nord de l'Irak, la région autonome du Kurdistan, a aussi influencé profondément la situation géopolitique dans le Moyen-Orient. Une possibilité pour une transformation démocratique en Turquie semble apparaître sur la scène politique à la suite de tous ces facteurs convergents. Cependant, les années 2000 ont aussi été marquées par la rivalité très violente entre l'AKP, le parti du gouvernement, et le parti pro-kurde, le HDP, qui a changé d'ailleurs plusieurs fois son nom puisqu'il a été régulièrement interdit et fermé. Durant la dernière décennie, il y a eu divers efforts de dialogue pour résoudre le conflit kurde par le dialogue et la négociation. L'échec de chaque tentative a entraîné une nouvelle vague de violence. Cela démontre que deux choses contradictoires se sont réalisées simultanément. D'un côté, ces deux mouvements, avec des tendances politiques différentes et perspectives d'avenir différentes pour le Moyen-Orient et pour la Turquie, se sont opposés, non seulement pour élargir leur base électorale dans la région kurde, mais aussi avec leur vision et programme politique. Parallèlement, surtout du fait de l'insistance de Abdullah Öcalan sur la fin des méthodes violentes au Kurdistan de la Turquie, les deux leaders, Öcalan et Erdogan, ont mené une quête de dialogue et de négociation à travers différentes méthodes. Dans ce contexte, la plus importante initiative de négociation a eu lieu en Turquie durant les années 2013 et 2015. Je vais brièvement analyser ce processus avant de passer à mes remarques finales concernant les scénarios possibles dans 5 ans
parce que ce processus, selon moi, révèle les possibilités et les limites pour la paix en Turquie. Le processus de paix a commencé sous l'influence de différents facteurs que j'ai déjà mentionnés partiellement. Les deux parties avaient déclaré comprendre la fatigue du conflit armé au sein de la société. De plus, dans le nouveau contexte géopolitique du Moyen-Orient, après la guerre en Syrie, où les groupes pro-PKK devenaient de plus en plus solides et étendus dans une perspective d'autogouvernance à Rojava, en formant de nouvelles alliances géopolitiques, la recherche de nouvelles méthodes de gouvernementalité pour les Kurdes de Turquie était un impératif. Cela veut dire que les deux parties étaient d'une façon ou l'autre obligées de négocier dans le nouveau contexte géopolitique du Moyen-Orient, non seulement du fait de la volonté des leaders des deux camps, mais aussi en raison de facteurs objectifs et structurels. Ce nouveau contexte avait ouvert un espace d'opportunité pour un processus de négociation. Cependant, ces facteurs qui ont rendu possibles les négociations ont aussi entraîné la fin du processus. Les perspectives irréconciliables sur la démocratie en Turquie, les positions politiques devenues contradictoires envers les demandes d'autogouvernance des Kurdes de Syrie, la paranoïa classique de l'État turc concernant les concessions aux terroristes kurdes et les demandes persistantes du PKK pour partager la souveraineté d'une façon ou l'autre, surtout dans la région kurde, ont été les principales raisons de l'échec du processus. De plus, le fait que le parti pro-kurde a significativement augmenté son influence et son électorat a inquiété Erdogan et son parti. L'absence de mesures sérieuses et concrètes de la part de l'État et surtout un manque de consensus pour le processus de désarmement, démobilisation et réintégration qui est au cœur des négociations ont brutalement scellé à la fin du processus en 2015. Le conflit alors a recommencé et s'est même intensifié dans le contexte de couvre-feu déclaré au Kurdistan de la Turquie. Erdogan et son gouvernement ont refusé d'accepter les résultats d'élections très favorables pour le HDP en 2015 et insisté pour une nouvelle élection sous le prétexte qu'une coalition ne pourrait pas être établie, décision suivie d'une vague de violence dans tout le pays. Une violence massive a eu lieu durant les dernières années dans la région kurde et plusieurs milliers de citoyens ont perdu leur vie. De surcroît, avec la coalition de l'AKP et l'extrême droite, la criminalisation des cadres de HDP s'est accentuée. Plusieurs milliers de ces militants et ces dirigeants, dont les leaders de parti, Selahattin Demirtas et Figen Yüksekdağ, sont incarcérés, des dizaines de villes et districts ont été complètement détruits, un discours militaire, ultranationaliste, colonial et sexiste a envahi l'espace public via les médias nationaux, et l'espoir d'un dialogue et réconciliation semble avoir disparu plus que jamais. Aujourd'hui, la situation est très tendue. Il y a eu une grève de la faim qui continue, où des centaines de militants du mouvement kurde insistent pour la reprise du dialogue avec Abdullah Öcalan. Actuellement, 9 personnes se sont suicidées pour protester contre l'isolation totale sur Öcalan. La situation est très grave et urgente, mais n'a pas suffisamment attiré l'attention publique concentrée sur les élections locales du 31 mars 2019. Lors de ces élections, pour la première fois, après une longue décennie, l'électorat kurde a voté pour le CHP dans l'ouest de la Turquie, ce qui a eu une influence importante sur les résultats locaux. Je pense qu'on peut suggérer 3 scénarios possibles pour le futur de conflit kurde en Turquie. Premièrement, le scénario le plus optimiste, que je pense assez improbable. L'AKP est dans une lutte fatale pour préserver sa position et son influence politique. Le gouvernement pourrait de ce fait souhaiter assouplir sa position face au conflit kurde. Le CHP pourrait aussi souhaiter capitaliser sur sa victoire relative au municipal en cherchant des alliances au sein du mouvement kurde. Ce scénario plus optimiste apparaît très peu probable, selon moi, d'où le poids des nationalistes au sein des deux partis. Deuxièmement, le scénario le plus pessimiste, une répression étatique plus forte et des violences
encore pire que les précédentes. Je crains qu'on ait assez de données pour considérer qu'il s'agit d'un scénario possible. Le troisième scénario, le plus probable à mon avis, l'État parvient à maintenir le conflit à un nouveau niveau contrôlable tout en tentant d'affaiblir le mouvement kurde le plus possible avant un nouveau processus de négociation avec des nouveaux acteurs. Autrement dit, l'État attendrait que les PKK perdent de l'influence pouvoir en Turquie et en Syrie, tout en continuant la criminalisation des militants kurdes et un discours caractérisé par l'ultranationalisme et le militarisme dans le contexte de la politique interne turque. Le problème avec ce scénario, c'est son ignorance de la fatigue du conflit au sein de la société, surtout de la société kurde, qui ouvre un espace de politique, de subjectivité et d'émotion à la fois. Le conflit kurde est non seulement très lié aux notions essentielles de la République, comme je l'ai déjà souligné, mais aussi il est fortement instrumentalisé au sein de conflits différents mais essentiels de la Turquie. De surcroît, la continuation du conflit kurde renforce et consolide des éléments ultranationalistes, mafieux, paramilitaires et machistes qui s'opposent ontologiquement à une transformation démocratique de l'État. Je pense qu'on a le devoir de rafraîchir les mémoires des citoyens de la Turquie et de la nomenclature politique et étatique et de rappeler les sources historiques de dialogue, négociation et paix. Inventer, initier et développer des initiatives en faveur du dialogue et de la paix doit donc être une priorité pour les acteurs de la société civile. On n'a pas d'autre choix. Je vous remercie pour votre attention.